Lundi 1er décembre, c'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, présenté par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Pluie et grisaille attendues tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires, minimales 6 degrés et la maximale, elle sera de 10 degrés demain après-midi. À la une ce soir, nous fêtions un anniversaire hier. Oui, celui jour pour jour des 25 ans de l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. On reviendra sur l'impact de ce classement soutenu à l'époque par l'ancien maire de Chinon et député Yves Dauge. L'Union Foot de Touraine battue par 3 en Coupe de France. Fin de la compétition pour les Tourangeaux qui n'ont pas démérité, défaite seulement 2-0 malgré l'écart de division entre les deux équipes. 6500 supporters étaient présents au stade de la Vallée du Cher. Collecte réussie pour la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire ce week-end. La pesée devrait être officielle demain. Nous avons suivi des lycéens en bac pro logistique sollicités pour mener la collecte ce week-end. Et puis la jeune génération est-elle toujours autant sensibilisée aux risques liés au VIH? On en parlera avec notre invité Antoine Basset, bénévole et élu régional chez Aide Centre-Ouest, une association engagée auprès des personnes atteintes du sida. Et puis notre séquence où on vous répond avec la question du soir, déclaration URSSAF. Comment sécuriser ces pratiques? Notre invitée Siam Alves dos Santos, sous-directrice du contrôle et de la sécurisation juridique et directrice départementale du site de l'URSSAF de Bourges, sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, hier, Faustine, nous fêtions jour pour jour les 25 ans du classement du Val-de-Loire à l'UNESCO. Oui, au titre de paysage culturel exceptionnel, 280 km entre Sully-sur-Loire à l'est d'Orléans et Chalonnès à l'ouest d'Angers. Alors c'était une toute première pour un paysage fluvial. À l'époque, c'est Yves Dauge, ancien maire de Chinon, puis député et sénateur d'Indre-et-Loire, qui avait initié cette demande auprès de l'UNESCO. Lucas Chopin. Son patrimoine, ses paysages, son histoire. 3 critères qui ont permis au Val-de-Loire d'être inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Une inscription portée par de nombreuses collectivités, mais aussi par des organismes qui œuvrent à sensibiliser les Ligériens au territoire qui les entoure. Ce n'est pas une contrainte particulière, c'est une reconnaissance internationale. Et qui dit reconnaissance dit que finalement chaque habitant porte, s'il le désire, et dans sa façon finalement d'habiter ce territoire, une partie de cette reconnaissance et donc potentiellement de cette responsabilité. On a en charge un paysage dans lequel on habite, duquel on vit, et avec lequel on va faire au mieux pour essayer de le conserver. C'est lorsqu'il travaillait sur le futur classement par l'UNESCO d'une ville laotienne qu'Yves Dauge a eu l'idée de monter un dossier pour le Val-de-Loire. À cette époque, le maire de Chinon s'apprête donc à faire face à des défis inédits. Pour y arriver, il parvient à un consensus qui a porté ses fruits. La Loire a été classée au titre des grands paysages culturels. Une première mondiale, monsieur. C'est ça ce qui compte. C'est-à-dire qu'on a fait progresser le concept de patrimoine avec cet exemple de la Loire. À partir du moment où le territoire est habité, le concept devient non pas une protection des pierres ou du sol paysage, mais il devient un projet avec les habitants. 25 ans jour pour jour après l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial par l'UNESCO, tous les acteurs de cette réussite s'accordent encore sur un point. Rien n'est jamais acquis et le travail doit se poursuivre. En sport, fin de l'aventure en Coupe de France pour l'Union Foot de Touraine. Battu 2-0 par 3 hier après-midi, les Tourangeaux n'ont pas démérité, pas intimidés par leur adversaire, pourtant largement plus fort sur le papier, même si le stade de la Vallée du Cher n'était pas plein pour cette rencontre. 6500 supporters avaient tout de même fait le déplacement car une affiche face à une équipe de Ligue 2, ça n'a pas lieu tous les jours pour une équipe de National 3. Hélène Chaplet. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu autant de monde au stade de la Vallée du Cher. Il faut dire que l'affiche était belle. 3 divisions séparaient le Petit Pousset tourangeau en blanc de l'ogre troyen en bleu. Un scénario où tout le monde espère un revirement de situation comme la Coupe de France en réserve parfois, sauf qu'il n'a finalement pas eu lieu. L'expérience des professionnels s'est manifestée dès la 23e minute de jeu avec ce premier but signé Diawara pour les Stacks. À la mi-temps, les deux équipes se séparent sur le score de 1-0, mais les supporters tourangeaux y croient encore. On joue super bien. Il ne faut pas oublier que Troyes, c'est une super équipe professionnelle. Ils sont premiers de Ligue 2 et on n'est vraiment pas ridicule. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va jouer et on est capable de gagner. Ouais, ils se battent bien. Ils ont pris un but qu'ils ne devaient pas encaisser.
Le marquage n'était pas bon, mais ils vont revenir. Ils jouent bien, ils dominent le match. Et dès qu'ils auront une occasion, ils vont la mettre dedans. Finalement, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. À la 68e minute, l'Estac inscrit son deuxième but alors que les footballeurs adverses crient au hors-jeu. Malgré l'enthousiasme des joueurs d'Hervé Louba, l'aventure de l'UFT en Coupe de France s'arrêtera là. Ils nous ont montré que sur la moindre occasion, ça faisait but. Et en deuxième, la seule transition qu'ils ont, ils nous la mettent au fond. Donc après, voilà, c'est comme ça. On apprend du haut niveau. Et puis voilà. Mais on peut être fier de ce qu'on a fait, je pense, du parcours. Et voilà, aujourd'hui, quand on voit le stade rempli, la belle fête que c'était, on peut être que fier. On a pris du plaisir, mais le plaisir ne suffit pas. Voilà, je pense qu'on en reste un peu sur notre fin. On aurait espéré un peu plus de bonheur et une qualification. Mais voilà, pas dire grand-chose de la prestation de mes joueurs. On n'a jamais baissé la tête, on a poussé. Retour au championnat de National 3 dès samedi prochain avec un déplacement chez les Vendéens du Fontenay Foot. Les deux équipes sont au coude à coude pour le haut du classement. Au terme des 9 premières journées du championnat, l'UFT est deuxième, Fontenay troisième. Une question à présent dans ce journal. En début d'union à droite, se dessinerait-il pour les municipales à Tours ? Car Olivier Le Breton, membre des Républicains, vient d'annoncer rallier la liste de Christophe Boucher du Parti radical. Les deux hommes réclament l'union à droite pour faire barrage à Emmanuel Denis. Peut-être candidat, pour l'instant ce n'est pas sûr. Écoutez-les. J'ai décidé de soutenir Christophe Boucher pour devenir le futur maire de Tours en mars 2026. On fera un binôme dans cette campagne et j'ai hâte maintenant de commencer réellement la campagne. Le rassemblement, les Tourangeaux nous le demandent tous les jours, plusieurs fois par jour. L'Union, ils le demandent tous les jours, plusieurs fois par jour. L'Union, nous le referons. On est d'accord pour former un binôme. On est d'accord pour que je sois le futur maire et qu'il soit le futur premier adjoint. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la première pierre qui est posée. On appelle nos amis de la droite et du centre à tous nous rejoindre pour avoir une liste d'union, parce que c'est l'union qui sera gagnante. On connaît parfaitement les paramètres de l'équation. Division égale défaite, et l'union sera gagnante. Alors pour l'instant, à droite, Benoît Pierre et Henri Alfandari maintiennent chacun leur candidature, tandis qu'à gauche, la désunion se fait sentir aussi avec la France Insoumise qui a annoncé préparer une candidature indépendante. Et comme dit précédemment, Emmanuel Denis n'est toujours pas officiellement candidat. Encore plus de dons collectés par la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire ce week-end par rapport à l'année dernière. C'est en tout cas ce que pense le directeur de la Banque alimentaire, même si tout n'a pas encore été pesé, car ce week-end avait lieu la grande collecte nationale d'automne. Les particuliers pouvaient donner des aliments à des points de collecte en grande surface dans tout le département. Et pour réceptionner ces denrées, à Chinon, l'association a même pu compter sur la participation de lycéens en bac pro logistique. Hélène Chaplet. À l'entrée de ce supermarché, Manuel et Ethan, ils sont bénévoles pour la Banque alimentaire, mais surtout élèves au lycée Joseph Cugnot de Chinon. Ils sont là pour récolter des dons à l'occasion de la grande collecte annuelle, mais aussi pour mettre en pratique ce qu'ils apprennent chaque jour dans leur filière professionnelle. Tous les deux étudient la logistique. On accoste les gens, leur demande s'ils veulent faire un don et ça a plutôt bien marché vu qu'on a fait pas mal de dons ce matin. Avec nos professeurs, on est en chef-d'œuvre, donc ça veut dire que c'est compté comme une évaluation. Et du coup, en fait, on est évalué sur la posture, sur comment la manière de parler aux gens et si on arrive bien à s'entendre avec les collègues. Durant 2 jours, une quarantaine de jeunes de l'établissement ont été mobilisés sur cette opération. Car au-delà de la récolte des produits, ils ont dû organiser la tournée dans les différentes surfaces commerciales du secteur pour récupérer les dons. Toutes ces denrées vont ensuite être stockées dans un entrepôt du lycée avant d'être remises à l'association caritative. Et c'est là qu'interviennent également les élèves de la filière transport. Au volant de ce camion-école de 19 tonnes, encore un jeune, sous la surveillance de son enseignant, Jean-François, 16 ans, en bac pro conducteur, achemine les dons. C'est vraiment de la mise en situation en fait. Ils sont comme s'ils étaient dans une entreprise de transport et le transport doit être fait, doit commencer à tel endroit, on doit faire tant de ramasses et on doit ramener tout à un certain endroit.
Cela fait 6 ans que l'établissement participe à cette collecte d'automne. 8 à 9 tonnes de denrées sont généralement récupérées grâce aux élèves chinonnais. Sans eux, rien ne serait possible, faute de bénévoles et d'outils adaptés. C'est une fierté de pouvoir faire ça, d'avoir une action sociale et en même temps de pouvoir mettre les élèves à contribution et de leur donner toute une activité en réalité pour qu'ils puissent s'entraîner et mettre à profit leurs compétences. Grâce à l'action citoyenne de ces jeunes et de leurs encadrants, cette année encore, 16 000 personnes vont pouvoir bénéficier d'une aide alimentaire en Touraine. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH. Oui, le VIH, c'est le virus du sida identifié dans les années 80 et transmis principalement lors de rapports sexuels non protégés et par contact avec le sang. Alors aujourd'hui, on estime à plus de 40 millions le nombre de personnes dans le monde vivant avec le VIH, dont plusieurs centaines de milliers en France. On en parle avec notre invité Antoine Basset, bénévole et élu régional chez Aide Centre-Ouest. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci beaucoup. Alors après une longue période de diminution du nombre d'infections, on assiste ces dernières années à un retour de cas de séropositivité en France, plus 41% entre 2014 et 2023 chez les jeunes de 15 à 24 ans. Par comparaison chez les adultes sur cette même période, on est plutôt sur moins 15%. Chez eux, ça diminue. Est-ce que ça veut dire que les jeunes ne se protègent plus comme le faisaient les jeunes qui sont aujourd'hui plus vieux ? Il y a un petit peu moins d'informations qui ont été développées au fur et à mesure des années parce qu'on a pensé que c'était derrière nous, notamment grâce à la trithérapie qui permet de vivre avec le VIH, qui permet en fait de vivre sans contaminer d'autres personnes. Mais aussi, il faut se dire que c'est une augmentation, mais en même temps, sur la dernière année par exemple, c'est seulement 15% des nouvelles contaminations de ces jeunes entre 15 et 25 ans. Donc c'est pas alarmant. C'est moins alarmant que ce qu'on pourrait penser, étant donné que les professionnels de santé ont notamment essayé au maximum de donner accès au dépistage, notamment maintenant dans les laboratoires. Les jeunes peuvent aller se faire dépister gratuitement, sans rendez-vous, jusqu'à 26 ans, du VIH et des autres IST. Alors on a quand même, nous, demandé à ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux à quel niveau de gravité ils considèrent le VIH. Et on a quand même 19% des gens qui répondent modéré, 16% faible. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un recul de la sensibilisation ? Vous nous en avez un peu parlé tout à l'heure. Il y a eu un recul ces dernières années de la sensibilisation parce que c'est quelque chose qui est assez important et en même temps qui touche des populations très spécifiques, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les personnes migrantes plutôt d'Afrique subsaharienne, les personnes TDS, travailleurs et travailleuses du sexe venant d'Amérique du Sud et les consommateurs de produits psychoactifs. Donc en fait, c'est des populations qui sont très spécifiques et il y a beaucoup moins d'informations dans les écoles et les collèges et notamment par exemple une association comme Aide est financée pour plutôt aller vers ces publics-ci plutôt qu'aller vers les jeunes. Donc c'est aussi au gouvernement de prendre en compte, d'aller informer aussi ces jeunes dans les lieux où on les trouve. Justement, il y a des pratiques qui se développent aussi récemment. Par exemple, le chemsex, vous en avez parlé, c'est l'usage de substances psychoactives illicites lors de rapports sexuels. Est-ce que ça peut expliquer qu'il y a des personnes qui se protègent moins lors de leurs rapports sexuels et que ça puisse augmenter les risques de transmission ? Le chemsex, avec l'utilisation de drogue, on peut avoir un sentiment d'euphorie et qui fait oublier les bonnes pratiques, mais souvent on est suivi et en fait on suit les personnes qui pratiquent le chemsex au maximum, notamment avec la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, qui permet de protéger du VIH avant un rapport. Et donc en fait on met d'autres systèmes pour se protéger du VIH dans ces pratiques. Donc les gens qui pratiquent le chemsex peuvent venir vous voir peuvent venir voir Aide pour être aidés dans leur suivi. Tout à fait. En fait, on a notamment un partenariat avec le XAPA, qui est un centre d'accueil aussi pour les consommateurs, avec le CEGID, le centre de dépistage. Et en fait, tous les trois, on accompagne des personnes chemsexeuses pour leur pratique, pas pour les faire arrêter, mais pour les accompagner vraiment dans leur pratique, pour qu'elles puissent pratiquer correctement sans se détruire la santé. Et notamment, par exemple, on avait programmé un spectacle Amour chimique samedi soir au CCNT, le Centre chorégraphique national de Tours, sur le chemsex. Et on a eu plus d'une centaine de personnes de tous les âges qui ont été très intéressées et qui ont posé énormément de questions, notamment après la représentation.
Vous l'avez dit, aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH sans le transmettre grâce à des traitements qui existent. Est-ce qu'il y a eu quand même d'autres avancées encore prometteuses dans la recherche ? En ce moment, on a une orientation très prometteuse, c'est la PrEP injectable. Donc, je vous parlais juste avant de la PrEP. Normalement, c'est un médicament qu'on prend tous les jours pour se protéger vis-à-vis du VIH. Là, on a une solution qui commence à arriver, qui est la PrEP injectable. Alors, le problème, c'est son prix, bien sûr. Il faudrait que la sécurité sociale puisse le rembourser. Mais l'objectif, c'est que dans les pays sous-développés, d'ici 2027, on ait pu mettre les personnes dites à risque sous PrEP injectable. Merci beaucoup Antoine Brasset. Ce mercredi 3 décembre, on le rappelle, l'association Aide participera à une journée santé solidaire à destination des habitants du quartier du Sanitas à Tours. Tout à fait. Donc vous serez là pour répondre à des questions, mener des ateliers, faire de la prévention. Tout à fait, on sera là avec notamment l'aide de la coordination régionale de la santé sexuelle et le CEGID et d'autres structures de santé et aussi de droit. Merci. Et donc ce sera, je le rappelle, au Centre social pluriel à Tours. Merci d'être venu sur notre plateau. Autre journée internationale dont nous vous parlions la semaine dernière, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, partout des actions, là aussi, étaient mises en place par les collectivités et associations pour sensibiliser le grand public, y compris les plus jeunes. C'était le cas à Blois, par exemple, l'occasion de rencontrer Séverine Luge, déléguée aux droits des femmes dans le Loir-et-Cher. Gabriel Ziard. Pour ces élèves de l'école primaire de Naveil, ce cours n'a rien d'ordinaire. Loin des dictées et des tables de multiplication, ces enfants échangent ce soir-là sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense qu'avant, on trouvait pas un peu de mix dans les métiers. C'était souvent que les hommes dans certains métiers et que les femmes dans certains métiers. À leur côté, Séverine Luge, déléguée aux droits des femmes du Loir-et-Cher. Si ce soir-là, c'est aux côtés de jeunes enfants qu'elle échange, le reste du temps, c'est avec les acteurs de la société civile qu'elle se retrouve en contact afin d'accompagner les femmes victimes de violences dans leur démarche. L'objectif, c'est de favoriser une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences tout au long de leur parcours de reconstruction et de sortie des violences sur tous les champs sur lesquels elles peuvent rencontrer certaines difficultés. Des problématiques en matière de logement et hébergement d'urgence, ça peut être des problématiques en matière de recherche d'emploi. Un travail de longue haleine pour cette fonctionnaire qui s'est véritablement intéressée aux enjeux du droit des femmes au cours d'un mémoire portant sur les violences sexuelles. Ça a été une entrée en matière très violente, on va dire, du sujet. Je n'étais pas du tout sensibilisée sur ces thématiques, absolument pas. Et effectivement, j'ai pris pleinement conscience en l'abordant par le biais des génocides au Rwanda, ex-Yougoslavie. Donc là, effectivement, avec des violences sexuelles extrêmement, très très violentes. Depuis, la Loire-et-Chérienne continue de se former sur ces questions, notamment en allant à la rencontre des acteurs de terrain, des moments d'échange qu'elle estime essentiels pour mener à bien sa mission. Ça nourrit en fait les retours qu'on peut avoir, que ce soit d'enfants, de personnes plus âgées, de professionnels, de non-professionnels, nourrissent finalement notre regard. À l'heure où en France, plus d'1 million de femmes sont victimes de harcèlement sexuel et 267 000 victimes de viol, cette fonction que porte Séverine Luge semble plus que jamais d'actualité. Allez, place à notre rubrique On vous répond avec notre invitée ce soir, Siam Alves dos Santos, sous-directrice du contrôle et de la sécurisation juridique et directrice départementale du site de l'URSSAF de Bourges. Pour répondre à cette question, déclaration URSSAF, comment sécuriser ces pratiques? Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Alors, le respect des obligations sociales est au cœur de la vie de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Pourtant, la complexité des règles de déclaration peut parfois mener à des erreurs coûteuses. L'URSSAF, en tant qu'acteur majeur du recouvrement des cotisations, mène une politique de contrôle rigoureuse, mais pas que. Comment les entreprises justement peuvent-elles naviguer dans ce paysage déclaratif et sécuriser leurs pratiques pour éviter les risques de redressement? On va en parler ce soir. Déjà, il y a un principe à retenir et qu'on va expliquer à nos amis téléspectateurs. C'est ce principe du droit à l'erreur. Ça veut dire quoi ? Alors, le droit à l'erreur, c'est une mesure qui a profondément transformé la relation entre les administrations au sens large et ses usagers. Son principe est simple, il repose sur la confiance plutôt que sur la méfiance. Concrètement, ça veut dire quoi ? Cela signifie que lorsqu'une entreprise commet une erreur de bonne foi, eh bien, elle bénéficie d'une seconde chance. Elle a la possibilité de corriger son erreur sans être sanctionnée. Le droit à l'erreur traduit alors une administration bienveillante, une administration qui accepte que chacun peut se tromper. Et notre rôle, notre devoir à nous, URSSAF, eh bien, c'est de prévenir ces erreurs en accompagnant, en conseillant les entreprises, les travailleurs indépendants, les particuliers employeurs, et ce, aussi bien au téléphone, en accueil, que lors d'une procédure de contrôle, par exemple, également.
Aujourd'hui, si je commets une erreur dans ma déclaration, qu'est-ce que je dois faire? Je contacte directement l'URSSAF par le canal que je souhaite? Eh bien, si vous repérez une erreur, le plus simple, c'est de la corriger directement en ligne sur votre espace personnel. Bien évidemment, vous pouvez contacter l'URSSAF pour être accompagné dans cette démarche. Le fait est qu'avec le droit à l'erreur, vous pouvez rectifier votre déclaration sans risque de majoration, que vous le fassiez spontanément ou que vous le fassiez après avoir été invité par l'URSSAF. Il est important d'avoir en tête qu'une régularisation, quelle qu'elle soit, vise avant tout à rétablir le juste droit. Corriger une erreur, c'est essentiel. Essentiel, pourquoi? Parce que derrière chaque euro collecté, eh bien, ce sont des droits sociaux pour vous salariés, et plus largement, c'est la pérennité de notre système de protection sociale qui est en jeu. Je le disais, il y a une complexité des règles de déclaration. Qu'est-ce que l'URSSAF fait aujourd'hui pour éviter justement ces erreurs? Il y a des choses qui sont mises en place pour éviter les erreurs qu'on peut faire. Eh bien, l'URSSAF agit avant tout en amont pour aider les entreprises à éviter les erreurs dès le départ. De quelle manière? Il y a plusieurs façons, à travers des vidéos pédagogiques, à travers des webinaires que nous animons à fréquence régulière, et puis surtout par des services en ligne que nous proposons, notamment via notre site Mon Conseil URSSAF, qui propose un panel de services gratuits pour accompagner les entreprises tout au long de leur vie. Grâce à ces services, eh bien, l'ensemble de nos usagers peut obtenir des réponses écrites qui engagent l'URSSAF, et nos usagers peuvent également accéder à des offres adaptées, on va dire, à leurs besoins. Alors, sans être exhaustive, je peux par exemple citer l'offre première embauche qui permet de guider les entreprises justement lors de l'embauche de leurs premiers salariés. On a également notre site monintéressement-ursap.fr qui permet d'aider les entreprises à mettre en place en toute sécurité un accord d'intéressement, ou encore la visite conseil qui permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour pouvoir faire le tour sur ces pratiques sociales. Donc on voit bien que l'URSSAF aujourd'hui, elle dispose et met à disposition un bouquet de services gratuits pour accompagner les entreprises à chaque étape clé de son activité pour éviter et prévenir les erreurs le plus en amont possible. Merci beaucoup aussi à Malvez dos Santos d'être venu sur notre plateau ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Faustine. Merci Aurélien. Dans un instant, ce n'est pas fini, le journal des sports avec Romain Delville. Et nous on se donne rendez-vous demain dès 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. À demain.